Bonjour, je suis Manu Miroir. Comme à l'accoutumée, passons tout d'abord au journal des municipales. Bonjour Monsieur Jarry. Bonjour Manu. Alors voilà quelques nouvelles pour ces municipales qui s'annoncent très proches. Les tensions montent et je dirais que ça devient un peu détestable parce qu'il y a vraiment des flèches qui sont lancées à droite à gauche. Et là, c'est pas peut-être très bon. C'est pas bon pour la démocratie et c'est pas bon non plus pour l'ambiance générale parce qu'il faut se dire que après les élections, la vie va continuer, que je veux dire. Hein. Donc c'est vrai que même sur l'affaire Thémassé, que ce soit sur l'affaire Thémassé ou Bagnoles de l'Orne ou Juvigny, les flèches peuvent être un peu piquantes. Et c'est dommage. C'est ça, c'est ça qui est un peu embêtant pour l'avenir. Oui, les électeurs jugeront, de toute façon. Oui. Donc à l'affaire Thémassé, on revient sur l'affaire Thémassé, où malheureusement il y a eu comment dire, pas une passerelle, mais un bâtiment qui s'est écroulé. Et donc, l'opposition s'est emparée du sujet pour dire, oui, l'entretien n'a pas été bien fait par la municipalité. Donc c'est un peu dommage également parce que c'est vrai que les bâtiments, ils sont entretenus régulièrement. Et c'est vrai qu'on est un peu dans un contexte de guéguerre qui s'installe. Alors, à Bagnoles de l'Orne, Mme Belziski a été repoussée au moment où ils ont voulu, enfin l'équipe a voulu aller au repas des anciens, se disant qu'on l'a repoussée, d'après les échos qu'on en a eu, que personne ne voulait pas qu'elle rentre avec son équipe. Bon, c'est un peu dommage aussi également parce que c'est la démocratie. Je veux dire, s'ils veulent aller à la rencontre des habitants, pourquoi la repousser? Je trouve que c'est un peu embêtant, surtout que en plus c'était simplement pour parler, quoi, de rencontrer les gens. Nous avons également, nous avions annoncé la semaine dernière que Monsieur Blouet et Olivier Petitjean devaient venir. Ils nous ont pas donné de nouvelles. Je trouve que c'est un peu bête aussi, c'est un peu dommage pour la démocratie. Nous aurions bien aimé les écouter. J'espère qu'ils vont venir sur le plateau pour pouvoir s'exprimer. Enfin voilà un petit peu cette ambiance un peu bizarre, quoi, hein. Vraiment, on sent la tension qui monte. Bon, on va voir. La guerre des boutons. Alors sur l'ensemble des autres communes, les listes sont quasiment pleines, donc il n'y a pas trop de modifications. Il y a quelques noms qui reviennent, qui sont des personnes qui viennent s'ajouter aux listes déjà présentes. Il y a simplement Alucé où on n'a pas de candidat. Voilà, c'est la seule commune du coin où il n'y a pas eu du tout de candidat, il n'y a aucun représentant, donc on attend le deuxième tour. Autrement partout, voilà, on se représente et on vient s'ajouter un peu à la liste du maire. Il n'y a pas de liste d'opposition. Voilà. Incroyable. Merci Monsieur Jarry. Monsieur Michel Breton, producteur cidricole, nous fait découvrir son exploitation. Bonjour, nous sommes à la rencontre de Michel Breton, producteur de cidre et calva. Alors ça fait combien de temps, Monsieur Breton, que vous êtes producteur? Alors, c'est-à-dire, moi j'ai pris un peu la relève après mes parents, hein, dans les années 72-73. Et à cette époque-là, nous avons créé des vergers. Donc, dans les 15 ans qui ont suivi, on avait à peu près une vingtaine d'hectares de vergers haute tige. Hein, haute tige parce que nous, la production principale dans nos régions de bocage, c'est le lait et la viande. Voilà, et après, les produits cidricoles. Et ce qui nous a diversifié, qui nous a permis de rencontrer beaucoup de citadins qui nous ont, si vous voulez, aidés dans la conjoncture, voilà, qui était plus ou moins morose, qui nous a permis, si vous voulez, de passer un certain cap. Et puis, et après, comment dirais-je, qui nous a, si vous voulez, fait évoluer pour apprendre beaucoup de choses de toutes les régions par les gens qui passaient nous voir. Alors c'est du cidre, c'est du poiré, c'est du calva, c'est quoi exactement l'étendue des produits? Alors nous, les produits, c'est le cidre de poiré, le pommeau de pomme et le pommeau de poire et puis les calvados. Mais il a bien fallu mettre nos vergers en AOC pour pouvoir continuer enfin de pouvoir vendre nos produits parce qu'il faut quand même un suivi très précis au niveau de l'INAO, au niveau de Ouest Inspection, tout ça, et qu'on soit en règle vis-à-vis de la loi. Voilà, c'est ça qui compte. Voilà. Donc les fruits viennent principalement de la région Mandaine, là. Ils viennent à peu près du côté de la Ferté-Massé, Juvigny, enfin tout autour. Alors nous, nos fruits, nous, ce sont les nôtres, hein, parce que moi je suis producteur, donc je n'ai pas le droit d'acheter des fruits. Ah d'accord. Voilà, c'est ça. Donc les vergers, c'est les nôtres. Oui. Et on est beaucoup plus fiers de travailler un produit qui vient de chez soi,
que d'un produit qui vient d'extérieur. Hein. La richesse d'un producteur, c'est d'avoir un produit de chez soi. D'accord, ok, oui. Mais qu'est-ce que je veux dire? La vente se fait la vente directe ou la vente dans les grandes surfaces? Bah, c'est-à-dire, moi, la grande surface, j'en fais pas du tout. D'accord. Rien. Ouais. Donc, je fais la vente directe beaucoup chez nous. Et puis, on a eu la chance d'avoir un entourage au pied de chez nous qui faisait partie de M. Rémi Jarry, voilà, qui nous a aidés à faire progresser nos produits au niveau des braderies qui tournaient autour de Bagnoles de l'Orme. Et ça nous a fait connaître beaucoup de gens. D'accord, ok. Ouais. Et donc, ça représente beaucoup une clientèle très importante? Bah, c'est-à-dire le nombre de clients, je le peux, c'est-à-dire théoriquement, comme ça, je ne peux pas vous dire le nombre, mais on a beaucoup de clients. On a progressé énormément, c'est-à-dire moi j'ai arrêté l'exploitation principale dans les années 2009 et j'ai retracé mes produits avec une nouvelle installation de transformation, pressoir, embouteillage et tout ça, et donc j'ai passé beaucoup de temps. Et moi, recevoir les gens, c'est ma richesse, quoi. Oui. C'est ma richesse morale. D'accord, ok. Mais ça doit être un très grand travail, quoi, je veux dire. Il faut. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on peut arriver à faire un bon cidre ou un bon poiré? Ouais. Alors, moi j'ai peu de formation, mais j'ai eu la formation sur le terrain, quoi, par un savoir-faire. Alors les heures, il ne faut surtout pas les compter, parce que sinon, il faudrait vendre un produit beaucoup plus cher qu'on le vend. Mais il faut déjà, pour faire un bon produit, il faut avoir les variétés qui correspondent, il faut avoir une maturité correcte, une propreté. Et ce qui nous a permis aujourd'hui avec le matériel de faire plusieurs passages sur les pommes. Voilà, donc vous avez toujours un premier passage qui est médiocre au niveau sucre, au niveau goût. Et là, on y fera du calva, c'est pas très grave. Et après, quand on fera le deuxième passage de pommes autour du 15-20 octobre, là, on aura des pommes tombées naturellement, qui nous permettra d'avoir un cidre sans doute correct. D'accord. Ouais, voilà. Eh bien, merci, monsieur Breton. Eh ben, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Très bien. Le bar de la plage, à la Ferté-Massé, recherche encore un repreneur. Nous sommes au bar de la plage de la Ferté-Massé, un bar qui a eu beaucoup de difficultés à prendre son élan, et nous apprenons aujourd'hui qu'il est fermé et qu'il recherche un repreneur pour la saison prochaine. Donc avis aux amateurs, le bar de la plage de la Ferté-Massé, c'est un lieu quand même sympathique et où régulièrement passent des milliers de personnes. Le Vélorail des Andennes a ouvert. Alors, le Vélorail des Andennes a réouvert ses portes depuis le 1er mars et nous allons tenter de faire exploser le score qui est de 12 355 visiteurs, un score qui a été enregistré en 2013. Donc vous voyez, le Vélorail des Andennes, c'est possible de le pratiquer en famille. Les enfants à partir de 6-7 ans peuvent pédaler. Les adultes peuvent évidemment se donner à cœur joie sur le parcours d'à peu près 4 km qui va jusqu'à la Ferté-Massé et qui est très ombragé, où on peut voir également des animaux, des biches, des chevreuils, des écureuils, etc. Monsieur Christian Clément, responsable ONF, nous parle de notre belle forêt d'Andennes. Alors, nous sommes à la rencontre de Christian Clément, cadre ONF, qui a la charge notamment du massif des Andennes. Monsieur Clément, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre travail et qu'est-ce que représente un peu le massif des Andennes? Alors, ma fonction de base, c'est celle de cadre à l'Office national des forêts. J'encadre une équipe de 8 techniciens en charge des forêts publiques sur la moitié ouest du territoire. Et comme vous l'avez dit, cette moitié ouest du territoire comprend en particulier la grande forêt domaniale des Andennes qui compte 5400 hectares. Sur ce massif, nous organisons l'activité, les travaux, les coupes, la protection du paysage et l'accueil du public. D'accord. Et vous avez également la gestion des animaux sur ce massif? Absolument. L'écosystème forestier comprend bien sûr les arbres, toute la végétation forestière, mais également la faune. Et dans cette faune, il faut compter avec le gibier chassable et le gibier non chassable. Alors comment est-ce que vous vous y prenez un petit peu pour voir les différentes espèces d'animaux et comment vous pouvez gérer un petit peu toute cette panoplie, si je puis dire? Alors, on gère, puisqu'il faut utiliser ce terme-là, pour l'essentiel, le gibier chassable, celui qui peut être à l'origine de dégâts forestiers, en particulier le cerf, le chevreuil et le sanglier.
Ces espèces font régulièrement l'objet d'inventaires, de comptages, avec des associations, avec la Fédération des chasseurs et avec les chasseurs eux-mêmes. Une fois que ces inventaires ont été faits, on estime ce que nous devons prélever chaque année par la chasse, et on appelle cela des plans de chasse, qui sont confiés ensuite aux adjudicataires de chasse. Chasse à court, chasse à tir. Et vous arrivez malgré tout à bien gérer, je veux dire, vous n'avez pas des années où vous avez une plus forte concentration d'espèces, par exemple de sangliers ou de chevreuils? Alors si, ça peut arriver, hein. Les équilibres des populations sont des équilibres fragiles, notamment l'espèce sanglier qui peut d'une année à l'autre pulluler comme se réduire très, très rapidement. Et la chasse n'est pas le seul levier sur les évolutions de ces populations. Ça peut être la météo, ça peut être l'offre alimentaire qui, d'une année à l'autre, peut augmenter ou peut diminuer. De plus, le sanglier, contrairement au chevreuil et au cerf, est une espèce très mobile. C'est une espèce nomade, contrairement aux cerfs et aux chevreuils, qui sont des espèces plus sédentaires et territorialisées, qu'on arrive à mieux maîtriser dans ces mouvements. Est-ce qu'il y a des animaux que nous, on ne voit pas forcément, mais qui sont bien en forêt d'Andenne, mais qui sont un peu plus méconnus? Alors il y a des espèces, effectivement, qui sont plus discrètes, notamment les espèces nocturnes qu'on ne rencontrera jamais ou quasiment jamais de jour. Je vais en citer deux qui sont emblématiques de la région, des mammifères, le renard et le blaireau. Blaireau qui sont des animaux souterrains et qui vont chasser essentiellement de nuit. D'accord. Eh bien, merci, Monsieur Clément, pour cette rencontre. Notre hélène nationale rentrant la semaine prochaine. N'oubliez pas que la brocante vide-grenier du marché couvert à Bagnoles-de-l'Orne, le 16 mars. Nous voici à présent à la fin de notre 8e reportage. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Info Andenne YouTube. À la semaine prochaine et portez-vous bien.